cofondateur d'Acridia, une start-up agritech marocaine qui veut réinventer l'alimentation de demain à partir d'une protéine biblique, le criquet pèlerin. Zéro audience, rien à perdre, Pas de tout à budget. gagner. Tu essaies, mais non, avec un téléphone, il y a plein d'émissions que j'ai filmées au téléphone. T'es en HD, t'es en 4K. Moi, j'ai pas de conseils à donner. Dès lors que j'ai tout appris sur YouTube, le criquet, non seulement c'est le seul insecte qui est halal et kasher, D'accord, il a été mangé par tous les prophètes. oui. Il est mentionné dans tous les livres saints. 70% de protéines. Et j'ai emmené maman avec moi pendant 3 jours traîner avec Kenny Rogers et les Blues Brothers et leur concert. L'argent, c'est un mazout. L'argent n'est pas une finalité. Je suis riche. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est de l'argent. Aujourd'hui, dans Nexus Cash, je reçois quelqu'un qui se définit comme un générateur d'énergie. Un homme de terrain, podcasteur, créateur de contenu ancré à Marrakech et cofondateur d'Acridia, une start-up agritech marocaine qui veut réinventer l'alimentation de demain à partir d'une protéine biblique, le criquet pèlerin. Ingénieur informatique, slammer, expert en médiation culturelle reconnu par le Forum économique mondial, producteur de médias et maintenant CEO qui signe ses premiers contrats en Arabie Saoudite. Cet épisode est à la fois un portrait et une masterclass. On va parler de création de contenu sans budget, de pivot stratégique, de protéines halal et de ce que Marrakech donne à ceux qui choisissent de construire ici. Bienvenue à toi, Nabil. C'est génial. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte de me rencontrer après cette intro. Avec plaisir. Tu as vu le parcours magnifique. Donc, Nabil, tu te présentes comme un spécialiste de la joie et de la bonne humeur. Ingénieur informatique, slammer, on l'a dit tout à l'heure, animateur de festival, podcasteur et CEO d'une start-up deep tech. Quand tu lis cette liste, est-ce que tu rigoles ou est-ce que tu te questionnes? Ouah, écoute, aujourd'hui, quand je lis cette liste, je rigole ou questionne. Je rigole. Tu rigoles? Ouais. Mais du coup, c'est un parcours un petit atypique. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que tu as pris des choix tu n'as pas un parcours linéaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, dans le sens où j'ai eu un parcours atypique déjà dès le lycée. Parce que même lorsque j'ai eu mon bac, j'avais déjà un petit boulot. J'ai eu mon bac aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis lorsque j'avais 16 ans en famille. Ensuite, après le bac, j'ai pas voulu étudier, j'ai voulu travailler directement, vu que j'avais déjà commencé à goûter un petit peu à l'argent. Ouais, même si c'est des petits boulots, tu vois. Je bossais dans des fast-food, serveur, ensuite dans de la construction en Floride, après les ouragans. Parce que tous les ans, il y a les ouragans. D'accord, tu étais là-bas à cette époque. Ouais, j'ai passé Katrina, Francis, Jean. Oui, d'accord. Ouais. Et après, j'ai repris l'université, après ce cursus-là, professionnel à 22 ans. D'accord. Ingénieur informatique. Mais disons que mes premières expériences, on va dire professionnelles, et même ma vibe au lycée, j'ai toujours été au contact des gens et j'ai toujours kiffé être au service, soit de gens, soit de causes. D'accord. Donc j'ai étudié ingénierie informatique, mais j'ai continué à faire du freelance dans de l'événementiel, avec des événements culturels, des festivals et tout. Donc tout ça, c'est cohérent. Donc, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que c'est plein de super souvenirs. Et tout ce que j'ai eu la chance ou l'honneur ou le privilège de faire, ça m'a nourri, ça m'a rendu heureux. D'accord, donc c'est l'humain avant tout qui te nourrit. Tu as pu développer une intelligence émotionnelle, le relationnel avec les personnes. Grave. Donc, c'est ce qui nourrit un petit peu ton parcours. Finalement, on peut dire que c'est ça le fil rouge logique dans ton parcours. Ouais, je pense quand je suis en groupe, on m'avait fait la remarque, Nabil, quand les gens ils te regardent, dès qu'ils te voient, ils sourient. Je fais sourire les gens. D'accord, donc c'est ça, le générateur de bonne humeur. Ouais. En 2018, tu pars en Russie pour la Coupe du Monde, avec une cagnotte que tes amis ont pu récolter, justement pour créer du contenu, de la vidéo, et tu n'avais pas encore d'expérience en montage vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Ouais. Parce qu'en 2014, déjà, en tant que producteur média, j'étais souvent derrière la caméra, monter des dispositifs pour des marques, des événements, des clips, des artistes. D'accord. Ensuite,
On a filmé un pilote qui s'appelle Nabil au Brésil en 2014. Ah, d'accord. Le Maroc ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. On s'est dit, on va qualifier ce bonhomme-là, Nabil, et on va l'envoyer au Brésil pour avoir une présence marocaine pendant l'événement de la Coupe du Monde au Brésil. On super. a signé un sponsor qui était la BMCE à l'époque. Oui. Il y en avait plein qui voulaient acheter le projet. On a choisi les 100% marocains. Oui, ben, tu as bien raison. BMCE qui aujourd'hui sont Bank of Africa. Oui, oui, oui. Et ça a cartonné. C'était l'une des premières web TV de l'époque. C'était sur Facebook, sur YouTube, mais surtout oui, d'accord. l'appli Facebook. Quand on est rentré de la Coupe du Monde, après 32 épisodes, j'étais un peu Nabil au Brésil. D'accord. Et de fil en aiguille, bon, les 4 années sont passées, mais quand le Maroc s'est qualifié pour la Russie, tous les sponsors voulaient le Nabil de Nabil au Brésil, D'accord. mais ils ne voulaient payer que les 3 premiers matchs du Maroc, que les phases de poule. Ah, donc ils ne croyaient pas au Maroc. Non. Qui ne passeraient pas les poules finalement. Mais aussi que le but, c'était d'assurer que le drapeau marocain accompagne tout cet événement. Oui, oui, oui. Et pourquoi ne pas rêver, ne pas dire dès le début, en route vers la finale? Oui, 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 exact. Et aucun sponsor n'a voulu me suivre. Zéro. Tous, ils veulent te payer pour 15 jours les 3 premiers matchs. Oui. Et alors, alors j'ai lancé un appel dans mon entourage, ma famille, mes amis. Je leur ai dit, je vais partir quand même avec mon propre argent pour rester jusqu'à la finale. Et j'ai acheté mes tickets moi-même pour les matchs de foot, mes billets d'avion. Et j'ai booké des hôtels au début, parce que quand il y avait le Maroc, et dès qu'on a été disqualifié, c'est parti en mode backpack, etc. Oui. Et je suis resté jusqu'à la finale. D'accord. Ouais. Et donc, tu relatais un petit peu les Marocains qui étaient encore présents, même si les supporters ou ce genre de choses, jusqu'à la finale? Non, ou c'était toi qui faisais ton aventure jusqu'à la finale? Non, parce qu'une fois que le Maroc a été disqualifié, je me suis dit, je vais rester avec le pays hôte, avec la Russie. Donc, j'ai suivi la Russie jusqu'à sa disqualification. D'accord. Et après, c'est parti un petit peu en mode voyage. D'accord. Dans différents petits villages, des villes, à la rencontre de gens, de Russes. Et je suis resté en immersion totale en Russie jusqu'à finir au stade de la finale à Moscou pour la finale France-Croatie. D'accord. Et voilà. Et après cette finale, c'est là où je suis rentré. D'accord. Tu es rentré au Maroc. Juste avant la petite parenthèse, avant d'arriver à ton parcours au Maroc, justement, il y avait la partie où tu nous as parlé du lycée tout à l'heure. Apparemment, tu t'es fait virer du lycée, n'est-ce pas? Ouais, je pense. Ouais. Donc, ensuite, tu as travaillé aux États-Unis, donc dans la construction. Et puis là, tu as aussi rappé dans les festivals? Non, je me suis fait virer du lycée. J'avais une relation particulière avec le lycée français à Marrakech. Oui. C'est un lycée privé. D'accord. Ensuite, c'était que de la turbulence. Oui. Mais j'étais au service de mes collègues oui, c'est ça. pour les divertir pendant les cours, quoi. Mais j'étais pas méchant. Générateur de bonne humeur, quoi. Voilà. Et après, ça se passait très, très mal avec surtout l'administration du lycée plutôt que les profs. Et voilà, donc on m'a sorti du lycée pour que mes parents m'emmènent aux États-Unis à un lycée américain où ça s'est beaucoup mieux passé. Ah, d'accord. Et c'est là où j'ai eu mon bac aux États-Unis. J'ai eu un bac. Tu dis que ça s'est mieux passé? C'est peut-être le format, l'organisation, comment c'est fait? C'est dans le système français, tous les élèves sont les mêmes. Personne n'est singulier. D'accord. Et moi, de par un peu mon hyperactivité et mon côté, j'aimais jouer avec les mots, j'aimais la rime, j'aimais plein de choses de ce genre, mais ils accrochaient pas trop avec ça. D'accord. C'était trop original. C'est pas original. Je n'étais peut-être pas fait pour être dans un truc purement scientifique où est-ce que tout le monde, il est kiff-kiff pareil. Oui. D'accord. Et on t'enseigne un petit peu au bâton. Ils sont sévères, les Français. Oui. Aux États-Unis, c'est plus cool. Aux États-Unis, c'est pas plus cool. Aux États-Unis, très tôt, on te laisse choisir des ramifications par rapport à un tronc commun. Donc, quand j'arrive là-bas, oui, j'ai les matières qui sont obligées, les matières scientifiques, les matières littéraires, l'histoire, la géographie, mais le tiers de ton temps, c'est toi qui choisis tes matières. Tu peux choisir des matières artistiques, des matières un peu plus littéraires, des matières dans les langues. Ou les sports. Et là, j'ai kiffé mes 2 dernières années aux États-Unis parce que j'ai choisi plein de choses qui me faisaient plaisir et qui me permettaient de canaliser aussi mes énergies dans quelque chose que
que j'aimais faire. La créativité aussi que tu pouvais exprimer dans d'autres activités, du coup. Bah oui, Ok. j'ai fait des cours de langue, j'ai fait des cours de photographie. D'accord. Donc, ça Euh, commençait déjà là. ouais, Ok. j'ai choisi des trucs dans les maths que j'aimais un peu plus que d'autres. Donc, c'était plus adapté. J'ai plus apprécié l'école au lycée américain que français arrivé au lycée. D'accord. Parce que même, bon, le primaire, c'était sympa. Hein. Ok. Super enfance à l'école française, c'est à Oui. partir du collège, lycée, où est-ce que c'était trop rigide, je pense. Oui. Hmm. Là, c'était trop strict pour toi, du coup. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que ça me permet de bien transitionner sur un petit peu ce bilan de parcours atypique? Qu'est-ce que tu pourrais dire que... Enfin, ça te permet aussi de donner de l'espoir à des personnes qui n'ont pas un parcours linéaire, tu sais, de suivre une école, d'avoir un parcours tout fait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme synthèse de tout ce parcours? Le synthèse de tout ce parcours, waouh. C'est très vaste parce que, bon, qu'est-ce que déjà la linéarité? Tu peux être atypique, mais linéaire dans le sens où est-ce que tout ce que tu fais te paraît logique et va culminer vers une certaine finalité ou un certain objectif qui est déjà clair. Oui. Si tu sais ce que tu veux très très tôt dans ta vie, c'est génial parce qu'après, tu n'as qu'à l'exprimer ou le manifester et mettre en place les choses pour t'épanouir dans ce que tu sais que tu veux faire. Mhm. Mais lorsque tu ne sais pas, il y a un âge pour toucher un petit peu à tout et quelque part faire n'importe quoi. Oui. Passé un certain âge, tu peux pas péter un câble à 25-30 ans et dire non, je vais aller refaire toutes ces choses-là que peut-être si tu les fais lorsque tu es adolescent, tu peux te permettre de les faire et de te louper dedans. D'accord. Mais à partir d'un certain âge, la société et la vie est faite pour que tu saches plus ou moins qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, à partir de 25 ans, normalement, tu es censé savoir où tu vas aller. Écoute, moi je dirais même aujourd'hui, je dirais presque 30 ans. Mhm. À 25 ans, tu peux monter un projet en ligne, gagner aucun sou avec, investir je sais pas quoi dedans et échouer lamentablement et personne ne va t'en vouloir. Mhm. Mais quand tu as 30 ans et que tu te dis, ouais, tu sais quoi, non, j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai envie de vendre de la céramique peinte à la main en ligne. Mhm. Tu vas te concentrer, tu vas le faire à fond. Et si ça fait pchit et que ça fait pas rentrer d'argent, ben, un trentenaire, on va dire, punaise, mais comment est-ce qu'il a pu lâcher cette carrière Oui. pour aller faire de la peinture sur de la céramique? Alors qu'à 20 ans et quelques, tu peux faire ça. Ouais, c'est plus tolérable, entre guillemets. Enfin, Ben il y a oui. moins d'attente à la vingtaine qu'à la trentaine, entre guillemets, en tout cas au niveau de la société. Si tu échoues, à gagner beaucoup d'argent avec. D'accord. Oui, oui, Parce que quand même, il y a une partie de la réussite reste de qu'est-ce que tu engranges oui, aujourd'hui exactement. par Ouais. rapport à la famille, à l'entourage, etc. Et la reconnaissance aussi. La reconnaissance, elle vient lorsque tu es quand même rétribué ou rémunéré pour ce que tu fais. Mhm. D'accord. Bah, après, c'est une forme de réussite. C'est pas une réussite pour tout le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de toute façon. Donc là, Nabil, on va passer dans la partie création de contenu. Parce qu'il faut savoir que Nabil est un podcasteur avec des invités extraordinaires. D'ailleurs, trilingue. Il y a du Darija, il y a du français, il y a de l'anglais. Super podcast qui s'appelle Nota Bene ou Binic. Ouais. Donc, ce projet-là, tu l'avais mis au frigo pendant 6 ans parce que tu voulais que ce soit carré. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as attendu alors que tu avais quand même pas mal de compétences? Tu avais déjà de l'expérience en tournage vidéo, etc. Hein. Donc, comment ça se fait que tu as pris ce temps pour te lancer? Un truc qui marche bien dans quelque chose, c'est le marketing et le branding. J'ai toujours voulu faire un podcast à l'image. J'ai toujours voulu faire un podcast au Maroc Mhm. pour les Marocains, à l'image de ce que les podcasts américains m'ont fourni à un certain âge. D'accord. Parce que j'écoute des podcasts depuis les débuts du podcast. Oui, oui, oui. Peut-être depuis 2007-2008 déjà. Je regardais plus la télé, plus de documentaires, et Oui. c'était uniquement juste de l'écoute. Ça a commencé par des interviews, des blueprints. Il y a aussi pas mal d'émissions qui sont pas mal dans ce sens. Et après, le podcast. D'accord. Donc, anglophone, du coup. Beaucoup Beaucoup. d'émissions anglophones, oui. Oh oui, parce qu'il y a beaucoup les experts américains
ou anglo-saxons, quand ils veulent te banaliser quelque chose et l'exprimer, ils le font d'une manière que je ne retrouve pas dans le français ou dans l'arabe. Je ne sais pas, ils sont déjà beaucoup plus relâchés. Oui, Tu sens que c'est quelqu'un comme toi. Ouais, c'est chill, quoi. Ouais, c'est ça. Et il peut te parler de physique quantique, mais de cette manière un petit peu débonnaire, etc. Tu sens que ça reste quand même accessible. Oui. Ouais. Donc, tu as attendu ce temps pour vraiment sortir quelque chose qui ressemblerait un petit peu à des podcasts à l'américaine. Ben non, je me suis dit déjà, dans le paysage médiatique marocain, pourquoi est-ce que des fois tu sens que les gens ils sont un petit peu coincés quand ils parlent de certaines choses. Oui. C'est pas parce que c'est un truc vachement scientifique ou vachement poussé qu'il faut automatiquement venir et avoir plus cet arabe classique que cette darija. Oui. Pourquoi on peut pas mélanger les langues alors que quand on se pose dans les cafés ou quand tu rencontres quelqu'un de reconnu dehors, mais quand tu lui parles, c'est pas cette personne-là quand tu la vois devant les caméras sur Internet ou à la télé. Tu vois, il y a comme un petit protocole et tout. Oui, c'est vrai. Que nous, ça a pris du temps à être cassé. Ouais, que exactement. maintenant, c'est plus cool. Oui. Avant, les marques, elles ne communiquaient pas en darija. Ouais. Maintenant, ça a tu commencé, vois les depuis billboards, les 4x3, tu commences à voir de la darija, tu commences à voir le 3 au lieu du A. Oui, exactement, oui. Tu vois, donc tout C'est vrai que ça s'est démocratisé, entre guillemets, il y a quelques années, où on a cette fierté de mettre en avant le darija comme une langue à part entière, finalement. Bien sûr, et comme aussi quelque chose de cool, au-delà de la langue. La darija, c'est super vivant. Et la deuxième chose, c'est qu'on exprime beaucoup en darija. Hein. C'est pas un dialecte, c'est un dialecte extra riche, extrêmement riche. Et moi, j'adore jouer avec ça. Après, longtemps, quand j'avais des web TV beaucoup plus carrés, bon, à part Nabil au Brésil, j'ai aussi fait beaucoup d'interviews, de choses que j'ai produites moi-même, on me faisait beaucoup la remarque de ne pas mélanger les langues. Et on est entre Marocains, parlons en arabe. Ça, c'est la nouvelle tendance du moment. Oui. Ne pas utiliser la langue du colon. Oui. Mais que nous, si on a la richesse de pouvoir mélanger toutes ces langues, mais avec comme mastic, l'élément qui lie tout ça, c'est le darija. Mais devine quoi, il n'y a que le Marocain qui va dire « ouais, parle que dans cette langue », mais n'importe qui d'autre qui ne parle pas le darija, il va reconnaître cette langue, mais il va comprendre que dalle. Oui. Donc au contraire, c'est pas la langue du colonisateur, c'est tu t'es approprié quelque chose qui est venu d'ailleurs, mais tu l'as rendu encore plus à toi, parce que quelqu'un qui ne parle que français, eh ben, il va comprendre que dalle à cet enchaînement. Ou est-ce qu'il va comprendre des bribes de phrases, mais il ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Oui. Donc ça aussi, c'est un kiff quand même. Ouais, c'est vrai que parfois, dans une phrase, tu as du darija, tu as du français, tu as de l'anglais, tu as du schleuch aussi. Donc, c'est vrai que ça fait une discussion un petit peu presque secrète, tu vois. Ouais. Si les autres personnes qui maîtrisent certaines langues, ils vont capter quelques phrases. Et puis, du coup, ça fait la richesse de la discussion. Hein. Ouais. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ton podcast, c'est que tu mélanges pas mal ces langues et puis des invités vraiment très originaux. Et puis, je suis un peu dans la même tendance que toi, c'est de valoriser des Marocains qui ont un parcours super enrichissant, qui ont une expertise à partager. Donc, vraiment super. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de Nota Bene dans la description pour que vous allez faire un petit tour. Thanks. Après, il y avait une émission qui s'appelait « Qu'est-ce qui se passe à Marrakech ?» Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Marrakech? Qu'est-ce qui se passe tout court? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que là, il n'y avait aucun financement. Non. Donc, c'est parti de... Ouais. Je prenais une caméra là où j'allais, en tant que producteur déjà média event. Donc, je suis déjà dans plein d'événements, dans le pipe événementiel, on va dire, de Marrakech. Et j'ai emmené une GoPro avec moi et un micro. Et je documentais une semaine à Marrakech. Donc, toutes les semaines, je vais aller aux différents vernissages, différents événements, les différentes soirées. Et je montre ces coulisses. Ou si j'ai une prod média, je tourne un clip pour des artistes ou un truc, eh ben, j'emmène ma caméra dans les coulisses. D'accord. Après, c'est pas du vlog de ma vie parce que j'essaie quand même de faire des sélections de choses qui vont montrer un tableau assez riche pour un peu tout le monde. Oui, la diversité des activités. Ouais. Donc, je produisais une émission où j'essayais de me mettre beaucoup en retrait, mais cette émission gravitait quand même autour de ma vie professionnelle et personnelle à Marrakech. D'accord. Donc, on a balancé ça sur Facebook. Ça a cartonné. Oui. Facebook et aussi YouTube.
Me voilà, c'est une émission que je produisais moi-même. Mais c'est rigolo que tu dises que je faisais tout ça parce qu'au début, je me suis dit, tu vas le produire comme s'il y a une équipe avec toi. Donc, quand j'étais au studio, le fond vert et tout, en fait, j'étais tout seul au studio, mais je faisais genre, j'avais toute une équipe. Ah, d'accord. On est bon au son, la lumière, ça tourne, ok, action, hop. Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je filmais tout seul. Je filmais tout seul. Donc, je tu dis prenais une mon petite mise son, en scène, une grosse montage. équipe. Ouais, ok. Pourquoi? Mais ça, c'était bien avant Nota Bene. Ouais. Ouais, ok. En 2017-2018. D'accord. Ça a duré jusqu'au Covid, 2 ans. D'accord. Ouais. Et ensuite, Nota Bene, tu l'as lancé à quelle année? Je l'ai lancé il y a 2 ans aussi, en 2024. 2024, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, bah, super. Justement, là, tu as parlé de... Ça me permet de bien transitionner sur la prochaine question. Tu as dit, je filmais, c'était à la fois ma vie perso et pro. Il y a Nabil Skili et Nabil Hamdaoui, le vrai. Comment tu distingues ces dualités au quotidien sans te perdre? Parce qu'il y a Nabil Skili, c'est le showman, n'est-ce pas? Oh, ouais. Et Hamdaoui, c'est celui qui est sérieux, qui est carré, qui a ses projets. Même ce qu'il dit, il est sérieux, il est carré, il a des projets. Justement, alors du coup, comment tu les distingues, les deux? Comment je les distingue? Je vais jamais parler sur Internet de trucs qui fâchent. D'accord. Sauf si je propose une alternative ou un truc positif dedans. Ok. Dans le sens où ces 10 dernières années, il y a plein de choses que j'ai filmées, j'aurais pu les balancer en ligne et faire un buzz de malade. Parce que j'ai X, Y ou Z dans une situation truc que si tu le clips, ça va fou. Oui. Mais je ne veux jamais parler d'un problème si on n'apporte pas une solution. Et je ne vais jamais partager un truc si ça ne ramène pas un sourire. D'accord. Tu vois, donc, Nabil Skili, en tant qu'entertainer, j'ai une philosophie. C'est que chacun, dans sa vie personnelle, il y a plein de... Si on va sur Internet, c'est un petit peu pour s'évader ou pour apprendre quelque chose. On ne va pas aller sur Internet pour voir les problèmes des autres ou pour du voyeurisme. Baraka Alina, déjà, ce qu'on vit tous au quotidien, quand on sort et que tu vois des choses, on voit des choses qui nous froissent, qui font mal au cœur tous les jours. Les infos, c'est encore pire. Ça fait beaucoup de visibilité, ce type de contenu. Oui, parce que c'est naturel ou c'est inhérent dans l'homme, ce côté voyeuriste, bien sûr. Ah ben, c'est pire chez les autres. C'est la merde chez moi, mais c'est pire chez les autres. Il y a un peu de ça. Moi, je ne suis pas... Au contraire. Moi, si tu rentres ici, c'est pour t'évader ou avoir accès à des trucs que tu n'as pas ici. Et si c'est, entre guillemets, la merde dans le monde, c'est la guerre partout, ben, si je prends ça, c'est pour rigoler des fois. C'est pour le divertissement. Soit divertir, soit apprendre. Donc, moi, je suis dans le divertissement où je suis là pour apporter... peut-être contribuer à des conversations qui amènent vers une solution. Mais juste dire la merde pour dire que c'est la merde, c'est pas mon rôle. D'accord. Ouais. Donc, c'est Nabil Skili, c'est plus le côté bonne humeur, alors on va dire. Entertainer. Ouais, voilà. Je suis dans le divertissement. Voilà, exactement. Ouais. Bah, super. Bah, justement, Nabil, pour un petit peu donner des conseils à des personnes qui souhaitent créer du contenu, quelle stratégie tu peux proposer, conseil en tout cas, quand on part d'une audience zéro pour développer son contenu et justement créer une audience locale? Bah écoute, déjà, zéro audience, rien à perdre, tout à gagner. Bah, tu essaies. Mais non, avec un téléphone, il y a plein d'émissions que j'ai filmées au téléphone. Hein. Tu n'es pas obligé de te filmer en selfie, tu peux le filmer aussi comme ça, dans l'autre sens. Oui. Tu es en HD, tu es en 4K. Tu peux filmer en 4K, juste tu t'orientes avec une belle lumière, devant une belle fenêtre, un truc qui réfléchit la lumière. Il y a tout ça sur Internet. Moi, je n'ai pas de conseils à donner dès lors que j'ai tout appris sur YouTube alors qu'il y avait quasiment que dalle sur YouTube. Gratuitement. Comment cadrer, comment mettre en lumière, comment prendre le son, comment monter le son, comment nettoyer si tu entends des klaxons, comment utiliser iMovie qui est par défaut dans ton Mac. Comment utiliser Final Cut, à quoi ça sert DaVinci. Tout ça, j'ai appris sur Internet, sur YouTube. Oui. Donc, un réel conseil que peut-être tu ne trouverais pas sur YouTube si tu mets comment créer du contenu avec son téléphone ou how to film without a microphone, c'est si tu n'as rien à perdre, alors tu as tout à gagner. Donc, essaye. Essaye tout. Essaye déjà quelque chose qui va être spontané pour toi. Parce que tu ne peux pas faire semblant d'être naturel. Exactement, oui.
Donc, ça ne sert à rien de répéter un truc et tu vas le faire jusqu'à ce que tu sentes que tu parais crédible. Non, il Oui. faut qu'il y ait un truc Ça, c'est beaucoup authentique. la problématique des personnes en fait qui souhaitent paraître devant des caméras. En fait, ils ont ce souci d'être parfaits, de voilà, de pas faire d'erreurs, de pas bégayer, etc. Alors que plus tu es authentique et plus c'est ce qui fonctionne. Bien sûr. Donc, le conseil, c'est aller sur YouTube, formez-vous, lancez-vous, testez. Et ensuite, c'est avec la pratique qu'on s'améliore finalement. Bah oui, et il faut se regarder. Surtout, ça, c'est un truc. Si tu te filmes avec un téléphone, il ne faut pas regarder son visage sur l'écran. Il faut regarder la caméra. Mmh. Comme ça, quand tu te revisionnes, tu as l'impression de te regarder dans les yeux lorsque tu te Oui, regardes. oui. Et ça, c'est super important. Ouais, pour capter l'attention. Ouais. Bien sûr, parce que tu regardes et tu sens que la personne ne te regarde pas dans les yeux, mais après, tu réalises que la personne, elle se regarde elle-même. Oui, Donc, en fait, tu te parles à toi pour voir si tu es beau gosse ou pas beau gosse. ouais, c'est vrai que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ouais. Ouais, mais Du coup, comme tu n'as pas le regard de la personne, l'auditeur ou le spectateur, enfin plutôt le spectateur, il ne capte pas, quoi. Il décroche finalement quand tu ne regardes pas dans les yeux. Ouais, Bah, super. Et Nabil, tu sais, j'en ai parlé en introduction, le fait que le Forum économique mondial te reconnaît comme expert de la médiation culturelle pour le Maroc. Et justement, là, on parlait de quelqu'un qui part de zéro, qui n'a pas de budget, qui crée du contenu. Toi, le fait que tu as un ancrage local et que ça devienne reconnaissance internationale, du coup, comment ça s'est passé cette aventure? ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? 2014, je rentre, je suis Nabil au Brésil. Il y a quelqu'un qui m'appelle du Maroc, un grand entrepreneur qui a monté les Global Shapers à Marrakech. C'est les jeunes de 30 ans ou moins à fort impact sur leur communauté et c'est D'accord. rattaché au Forum économique mondial. Il m'appelle pendant 1 an. Nabil, il faut que tu viennes le Forum économique mondial, les Global Shapers. Je lui ai dit, écoute, monsieur Hamza, c'est cool ce que tu me dis, mais moi, je suis aussi dans le rap, je suis aussi dans le hip-hop, je suis anti-impérialisme et le Forum économique mondial, ça représente tout ce qui va mal dans ce monde capitaliste. Je veux pas. Là, tu étais dans la mode de rébellion, Non, Ouais, ouais, rebelle, mais bon, ouais. anticonformiste. Pas anticonformiste, c'est que j'ai des prises de position très très claires Oui. par rapport aux grands conflits mondiaux qui ont accompagné toute mon adolescence et vie de jeune adulte. D'accord. J'ai vécu aux États-Unis pendant le 11 septembre. J'étais Oui. là quand le World Trade Ah, Center oui, s'est oui, oui. écroulé. J'ai vécu aux premières loges, c'est quoi d'être un arabe, d'être un musulman dans un pays plus que néo-impérialiste avec tout ce qui s'est passé après en Irak, après l'Afghanistan, après est-ce que c'est le pétrole, les armes de destruction massive, les machins, etc. Donc je me suis construit une opinion qui à l'époque paraissait peut-être un peu, on va dire, anticonformiste ou rebelle, etc. Mais regarde, 15 ans plus tard, on n'avait pas si tard que ça finalement. Ouais. Ah oui, donc tu as vécu vraiment les années compliquées, les plus difficiles aux États-Unis, quoi. D'être un arabe et un musulman aux États-Unis. Oui, et après, après les grands lobbies économiques et les grandes marques, ils jouent aussi un rôle dans ça. D'accord. Parce que, voilà, quand il y a un conflit et qu'il faut détruire puis reconstruire, c'est des intérêts, c'est des groupements économiques Oui, oui, oui. qui interviennent pour détruire et qui interviennent pour construire, et c'est beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Et il y a beaucoup de marques que moi, j'étais contre. Avant cette vague des boycotts, etc., ils avaient quand même un rôle à jouer dans tout ça. Et voilà. Donc, du coup, tu dis non pendant 1 an. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a des hauts représentants des Global Shapers et du Forum économique mondial qui sont en tournée mondiale et qui viennent à Marrakech. D'accord. Et cette personne me dit, Nabil, ultimatum, tu viens quand même déjeuner avec nous. Je déjeune avec eux. Et pendant ce déjeuner, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne veux pas intégrer le truc? J'aurais dit cash. Mais moi, déjà en tant que rappeur et mes textes de slam, à l'époque, j'ai écrit ce type de texte sur cet impérialisme que je sentais qu'on vivait, sur comment, voilà, les gens, comment est-ce qu'ils sont divisés au travers du consumérisme, des classes sociales, etc. Je sens que le Forum économique mondial joue un rôle dans tout ça. Elle me dit, oui, mais peu importe ton opinion, on ne va jamais te dire quoi dire. D'accord. On n'est pas là pour t'embrigader. On te veut là, comme toi, tu es ce que tu viens de nous dire, peu importe ce que tu fais dans les médias ou dans le rap, ben viens et partage ça avec nous. D'accord. Exprime-toi comme tu es, ce que tu penses. J'ai dit chiche, ok. J'ai rempli le truc et j'ai été accepté et j'ai assisté au Forum économique mondial Afrique et j'ai visité le siège du Forum économique mondial à Genève.
Je me suis posé avec Klaus Schwab à plusieurs reprises, D'accord. fondateur du Forum économique mondial, des conversations. C'était des conversations. Très enrichissante. Oui, où j'étais moi-même. Mm. Et j'ai rencontré les plus jeunes maires du monde, le plus jeune milliardaire d'Afrique. Et dans toutes ces conversations, en fait, il y a une effervescence au sein de cette communauté, surtout des Global Shapers, dans des choses beaucoup plus globales qui contribuent beaucoup, qui ont beaucoup contribué, en fait, à mon réseau. D'accord. Et à comment je perçois les choses d'un point de vue macro. Oui, c'est la merde partout, mais c'est pas la merde parce que on nous l'a fait subir. C'est que chacun, à son échelle, il peut jouer un petit rôle au niveau de son microcosme pour contribuer en fait à un monde meilleur. D'accord. Et dans mes activités au sein du Forum économique mondial, je sens vraiment que c'était une plateforme pour amplifier ce que je fais pour faire de ce monde un monde meilleur à ma toute petite échelle ici, à partir de Marrakech. D'accord. Et donc, tu faisais quoi? C'était quoi les missions que tu devais réaliser? Alors ici, à Marrakech, on se positionne en tant que hub et que en tant que jeune de la trentaine, de quoi avez-vous besoin pour que entre vous, vous puissiez exécuter certains projets que c'est nous qui les proposons. Donc, ils nous mettent en relation avec des grands sponsors internationaux et c'est comme des appels. Ils te donnent $2 000, $5 000 pour des actions locales à impact global. De mon temps avec les Global Shapers, on avait monté une communauté de coaching qui s'appelle Together.0. Together avec un 2 et le point 0 à la fin, c'est comment est-ce qu'on peut ramener des outils d'Internet ou technologiques dans l'entrepreneuriat pour les jeunes. Comment est-ce qu'on pouvait utiliser certains outils dans la prise de parole en public, surtout me concernant l'éloquence, comment créer du contenu qui va graviter autour d'un projet, autour d'une marque, etc. Donc, c'était la communauté Together.0. On avait fait ça. On est parti aussi dans une école. On a repeint une école. On a acheté de la peinture. On est parti dans une école. On a repeint les murs. Oui. Il y avait toutes sortes d'activités. Ouais, des choses de ce genre. Donc, tu contribuais à une bonne action. Du coup, c'était super, finalement. Oui, on le faisait juste entre nous, entre jeunes Global Shapers de Marrakech. D'accord. Et après, il y en a à Marrakech, il y en a à Rabat, à Salé, à Casablanca. Il y avait aussi des actions qu'on menait au niveau national. Où est-ce qu'on va venir et inviter des intervenants internationaux pour venir faire des sortes de masterclass, on va dire, dont tout le monde peut bénéficier. Et c'est toujours bien lorsque tu rencontres quelqu'un qui a réussi, mais dans un comité archi restreint, sous l'égide de quelque chose comme les Global Shapers ou le Forum économique mondial. Lorsque tu te poses avec cette personne et que tu poses certaines questions, c'est des réponses, waouh, t'as juste envie de les écouter, t'as pas envie de les filmer. Et d'ailleurs, il y a plein de réunions avec certains types de personnes, ils te disent pas de Twitter, pas de téléphone, posez tout ce que vous voulez comme question. Et ça, c'est vraiment cool. D'accord, donc c'était une belle expérience finalement. Exceptionnelle. Ok, franchement, très intéressant. Et ça n'existe plus cette plateforme? Si, Global Shapers. Tout jeune maintenant, l'âge limite est passé à 28 ans. Si vous avez 28 ans ou moins et vous estimez que vous avez un impact dans votre communauté locale, renseignez-vous s'il y a un hub des Global Shapers dans votre ville. Et s'il n'y en a pas un, créez-le. D'accord. Global Shapers. C'est possible aussi de le créer. Ouais. Il y a des hubs, il y a plus de 400 hubs dans 400 villes du monde. Waouh! Et tous les ans, des meetings comme Davos et le Forum économique mondial, ils font un appel pour sélectionner quelques dizaines de Global Shapers du monde entier pour participer aux différents forums économiques mondiaux dans le monde. Ah super, vous avez la feu, vous n'avez plus qu'à aller vous renseigner. Voilà. Merci Nabil. Donc là, Nabil, on va passer dans la partie business, start-up avec Acridia. Justement, Acridia, en fait, c'est une start-up que tu cofondes avec ton père, qui est acridologue. Donc, moi, j'ai appris ce que c'était en préparant l'émission. Donc, c'est l'étude de l'espèce des sauterelles, si je ne me trompe pas. Donc, et qui est aussi chercheur à l'université depuis des décennies, ton papa. Et toi, tu es le CEO de cette start-up, celui qui va au go-to-market, donc qui développe du coup la start-up. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment cette association est née entre père et fils? Est-ce que c'est lui qui t'a appelé ou est-ce que c'est toi qui as toqué à sa porte? Bon, déjà,
Déjà, j'étais tellement turbulent quand j'étais gamin. J'ai passé toutes mes heures perdues avec papa au laboratoire parce qu'il n'y avait pas de nounou. Soit j'étais avec papa au boulot, soit j'étais avec maman au boulot. Mes deux parents sont dans l'enseignement. D'accord. Donc, maman, elle était prof dans un lycée et papa était prof à l'université et chercheur en biologie. D'accord. Donc aussi, bon, mais c'était aussi un kiff. J'ai passé beaucoup de temps Oui. avec mes parents, surtout avec papa au laboratoire de la faculté des sciences. Et il élevait des criquets pour faire de la recherche dessus. D'accord. Donc il faisait pousser la nourriture du criquet, nettoyer les cages, les pondoirs, la nourriture. Donc je l'aidais dans toutes ces choses-là. D'accord. Ensuite, les années sont passées et il y a une loi qui est passée en 2019, juste avant le Covid en fait. 2016, déjà, elle était dans le pipe que les Nations Unies allaient autoriser 3 farines d'insectes dans l'alimentation mondiale, notamment en Europe, pour minimiser l'empreinte carbone et pour pouvoir produire de la protéine d'une manière éco-responsable. Parce que les élevages traditionnels actuels de bovins notamment, comment est-ce qu'on produit le lait, les viandes rouges, etc., c'est pas... tôt ou tard, ça va se terminer. Oui, sur le long terme, ouais, c'est Voilà. bien compliqué. Ouais. Faire 1 kg de viande rouge, c'est plus de 15 000 litres d'eau, c'est je ne sais combien de dizaines de mètres carrés de surface agricole, c'est toute une chaîne logistique d'acheminement avec une empreinte carbone conséquente. Donc, tôt ou tard, voilà. Tout cela ne va pas exister. Nous, avec certains insectes, pour beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de surface, ils ont cette aptitude à pouvoir synthétiser de la protéine à partir de ce qu'ils mangent. Maintenant, oui, il y a cet effet de répulsivité que, dégueulasse les insectes, mais c'est pas comme si on va les recueillir de la nature où tu penses insectes, tu vas penser, tu vois, aux nuisibles, tu vas penser aux... Cafards. ce que tu vois dans les bouches d'égout, etc. Mais bref, ils ont passé une loi pour 3 insectes, le grillon, le ver de farine et le criquet. Oui. Et cette loi, elle est passée. Donc, des gens un peu dans des marques mondiales de l'agroalimentaire de biscuiterie peuvent maintenant acheter des protéines d'insectes et les mettre dans la bouffe des humains et te les revendre sans l'écrire en grand à base de protéines d'insectes. Oui. D'accord. Sauf que tous les insectes ne sont pas égaux. Il y en a un qui se distingue de tout le reste des insectes, de tout le monde animal, c'est le criquet. Justement, c'était l'une de mes questions, mais vas-y. Ouais, le criquet, non seulement c'est le seul insecte qui est halal et cachère, D'accord. il a été mangé par tous les prophètes, Oui. il est mentionné dans tous les livres saints, 70% de protéines, et contrairement à ce qu'on peut penser, les invasions de criquets, machin bidule, c'est un insecte extrêmement compliqué à élever, et il coûte cher à produire. D'accord. Le criquet, contrairement au grillon ou par exemple à certains types de sauterelles, etc., le criquet, il a besoin de soleil pour se développer et il mange que de la nourriture fraîche. D'accord. Maintenant, ce que tu vois après que cette loi soit passée, ils disent « Ouais, revalorisons nos déchets organiques pour donner une seconde vie à nos déchets avec lesquels on va nourrir des insectes. Avec le criquet, tu ne fais pas ça. D'accord. Tu ne vas pas lui donner Qu'est-ce qu'il mange alors, le criquet? Il mange des plantes fraîches. Les végétariens. Exact. Mais ce n'est pas comme si... il va pas manger des épluchures de carottes, par exemple, ou machin. Oui. Alors que tu peux prendre des épluchures et des déchets organiques de restaurant, aller les refourguer dans un container sombre et humide où il y a des grillons, ils vont se jeter dessus, ils vont bouffer tout ça. Ah, d'accord. Tu mets Donc lui, il est exigeant, le criquet, en termes Bien de... sûr. Ah oui, dans son développement, il est exigeant en termes de nourriture, il est exigeant en termes de chaleur. D'accord. Il prolifère entre 30 et 40 degrés Celsius. Ah oui. Il ne va pas survivre à 15-20 degrés. Il ne va pas survivre s'il y a de l'humidité. Il ne va pas survivre s'il n'y a pas de lumière. D'accord. Il va mourir. Oui. Voilà. Et son invasion est un cas rare que mon père a modélisé en laboratoire. Oh, ok. Et qu'en tant que scientifique, il est à même de maintenir un élevage de criquets pendant des années, contrairement à des gens dans l'industrie de l'élevage d'insectes qui peuvent s'attaquer à du grillon, mais qui ne pourront pas s'attaquer à du criquet parce que pour un industriel, faire un travail de scientifique, c'est pas comme industrialiser un procédé scientifique qui a déjà fait ses preuves. D'accord, oui. Donc, c'est un champ de bataille très singulier. Mon père n'aurait pas été scientifique dans le criquet,
J'aurais été juste entrepreneur tout court, j'aurais voulu m'attaquer au cricket, je ne sais pas comment j'aurais commencé tout ça. Je ne sais même pas si j'aurais eu envie de le faire. Oui. C'est... Oui, c'est par toutes les connaissances et tout ce qu'a développé ton père qui fait qu'aujourd'hui, tu peux développer ce type d'entreprise. Mais surtout que c'est une éminence mondiale aussi dans le cricket. Il y a un brevet international et national qui a été déposé suite aux 20 ans de recherche que papa et ses autres collègues ont fait dessus. Oui. Je suis aussi conseillé par l'éminence mondiale du cricket auprès de la FAO et des Nations Unies. Je suis aussi en relation avec des gens en Belgique qui sont des sommités dans la nourriture à base d'insectes pour l'alimentation mondiale auprès de la FAO aussi. Donc, on est quand même un consortium de l'élite. Parce qu'on s'est considéré une élite mondiale en termes d'études sur le cricket. Et on est dans un des pays qui correspond à son biotope le plus naturel. Parce qu'à terme, oui, je développe le projet à partir de Marrakech et de Ben Guerir à l'UM6P, mais aussi qu'à terme, les grandes unités de production seraient menées à être dans les provinces du sud du Maroc, où est-ce qu'on se rapproche plus du désert, dans son espace de prédilection, voilà, justement, pour qu'on puisse puiser justement cette énergie, cette chaleur et cette lumière directement du soleil. D'accord. Au lieu de la recréer dans un environnement artificiel, entre guillemets. Quasi artificiel, hybride, on va dire. Okay. Ouais. Donc, du coup, c'est à partir du moment où cette loi sort que tu dis avec ton père, pourquoi pas lancer la production de farine, c'est ça? C'était le Covid et la loi, elle est sortie. J'ai commencé à faire un petit peu d'évangélisme pour le travail de papa. Ah, la loi, elle passe à l'Union européenne, mais attendez-nous au Maroc, on a un expert dans ça. Il a toujours dit que le cricket, c'est 70% de protéines, on peut nourrir les gens avec, que ce qui cause la sécheresse est la source d'énergie qui est nécessaire au bon développement du cricket. Et on a eu... on a été repris par l'Économiste, un dossier dans l'Économiste, première page dans l'Opinion, on est passé à la télé 2M. Donc, à un moment, oui, tu communiques dessus, mais est-ce qu'on va en faire quelque chose? C'est là où est-ce que je suis parti et je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un gros financement pour prendre le laboratoire de la faculté des sciences Semlalia et le multiplier par 100? C'est là où j'ai commencé à aller chercher des financements. Chercher des financements un petit peu en Suisse et par la suite ici au Maroc. Mais ici au Maroc, j'avais des petites réticences. J'avais peur que le cadre légal ne me permette pas d'assumer ça pleinement. Je veux élever le cricket pour nourrir les gens, mais ici, on a encore le truc de Amjrad. Les gens, ils ont peur du cricket. Oui. C'est pas parce que ton cricket si un cricket sort d'une cage, il va pas créer une invasion. L'invasion est un cas tellement rare. C'est pas l'état naturel. Le cricket est un insecte solitaire. Oui. Et ce qui crée l'invasion... Pour survivre, c'est quand même beaucoup d'efforts. Il faut qu'il mange frais. Oui. Donc, du coup, il ne va pas survivre longtemps, même s'il s'échappe. C'est une compilation de tellement de petits éléments pour que tous ces petits éléments se réunissent. C'est très rare. Oui. Wallah, ce n'est pas systématique. Les autorités comprennent ça parfaitement, mais l'opinion publique, j'avais peur de l'assumer pleinement et de te retrouver avec, tu connais, la presse, surtout la presse en Darija, qui va venir dire, ils veulent élever quelque chose qui va peut-être détruire l'agriculture marocaine ou ces trucs du genre. Oui, ok. Sauf que, de fil en aiguille, il y a eu beaucoup d'intérêt dans différents programmes, notamment des programmes européens, pour essayer d'avoir des subventions. Et le jour où je suis parti, j'ai commencé à en parler avec les autorités au Maroc, j'ai trouvé qu'eux étaient encore plus réceptifs que les Européens par rapport à cet angle, parce qu'avec les Européens, déjà, tu dois faire toute la phase, les convaincre déjà, saviez-vous que le cricket, déjà, c'est halal et c'est kasher. Oui. Et avec les Européens, qu'est-ce que je leur ai dit? Vous avez passé 3 insectes dans votre loi. Écoutez, moi, je vous ramène le cheval de Troie de la protéine d'insecte. Je vous donne une protéine d'insecte certifiée halal et kasher. Et si les musulmans et les juifs le mangent, tôt ou tard, par la suite, vous pourrez placer vos autres bestioles. Oui. Bon, moi, je m'en fous des autres trucs. Moi, je ne fais que du cric. Sur la base que c'est la protéine de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Je ne suis pas dans l'exotisme.
et je ne suis pas dans le côté protéines nouvelles. Oui. Parce que c'est ça le cadre. La loi, elle s'appelle The Novel Protein. Quand, avec le Maroc, on a commencé à discuter de ces choses-là et que j'ai vu que ce cadre existe au Maroc, ce cadre existe dans les pays musulmans bien avant cette loi dans les pays européens. Oui. Parce que le criquet, en fait, est considéré un aliment halal. Mhm. Il n'est pas soumis à une loi de protéines nouvelles. Donc, des gens dans le Moyen-Orient, dans tout le Moyen-Orient, le criquet existe depuis la nuit des temps dans leurs textes de loi des administrations qui régulent tout ce qui est nourriture et ce qui est autorisé dans leur alimentation. C'est juste que la supply chain n'existe pas encore pour les fournir en protéines de criquet. Mais le cadre légal, il existe. Une fois que j'ai réalisé ça, parce que j'ai quand même été omnibulé par toutes les levées de fonds de protéines d'insectes après cette loi. Moi, je vois des insectes, des innovafides, des protix qui lèvent des centaines de millions d'euros. Je me suis dit, jackpot, nous, avec notre brevet sur l'expertise du criquet, on va lever 1-2 millions de dollars et on va construire un méga laboratoire et unité d'élevage. Sauf que c'est pas parce que les autres ont levé 500 millions et qu'ils se sont tous cassés la gueule les uns après les autres et ils ont fait faillite. Les gens là-bas te disent qu'est-ce que toi tu vas faire avec 1 ou 2 millions de dollars que les autres n'ont pas pu faire avec 500 millions. Oui. Justement, c'était l'un des sujets là, avec Insect. Justement, Ouais. comment Acridia va faire la différence par rapport à ça? Donc, du coup, qu'est-ce que tu leur as répondu? Je leur ai répondu, vous savez quoi? Eux, c'est des protéines nouvelles. Moi, je suis une protéine ancestrale, biblique. Moi, je ne suis pas dans le nouveau. Moi, je vais aller chez les gens qui mangent ça de père en fils et qui connaissent déjà ses bienfaits bien avant votre loi. Oui. Et c'est là où je me suis tourné, en fait, vers là où je suis le plus accepté, c'est les pays musulmans. Au lieu d'aller taper dans les musulmans d'Europe, au travers de marques et de lobbies non musulmans, non. Tu vas à la source. Mais je traite en fait. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été omnibulé par ça, parce que des fois, tu as l'impression que ça va être facile. Oui. Je me suis dit, ça va être trop facile, vu la manière dont je présente, que je commence à maîtriser le projet et tout. Oui. Moi, juste mets-moi devant quelqu'un qui a donné ne serait-ce que 100 millions de dollars à Insect, je suis sûr que je vais le convaincre de me donner juste 2 millions de dollars pour Acridia. Je pensais que ça allait être facile. Oui. Je trouve ça hyper intelligent, du coup, le pivot que vous avez mis en place, parce qu'au début, vous étiez vers le marché européen, entre guillemets, et finalement, tu as basculé vers le marché arabe, asiatique. Ouais. Donc, je trouve que c'est hyper intelligent en termes de développement d'activité, au lieu de se buter sur un marché, de se dire, est-ce que c'est le marché qui n'est pas prêt ou est-ce que c'est le produit qui n'est pas encore accepté. Ouais. Et finalement, hop, stratégiquement, tu as dévié, tu es parti vers l'Arabie Saoudite. Ouais, c'était tellement logique. En plus, j'avais été, pendant cette première phase, j'avais été à une Umrah et j'avais fait un consulting, entre guillemets, auprès du cheikh du Masjid Nabawi à Medina. Où est-ce qu'il m'a accordé une audience sur la base, justement, d'être entrepreneur dans l'industrie agroalimentaire à protéines à base de criquet. Il m'a fait une audience d'une dizaine de minutes sur comment préserver le côté halal dans la récolte et la préparation du criquet pour l'incorporer à une chaîne de transformation agroalimentaire pour l'homme. J'ai pris cette information et je suis parti l'adapter au marché européen. Malgré tout, alors que j'avais été mais des fois, tu vois, c'est comme t'es déterminé, quoi. C'était comme l'alchimiste, en fait. Tu fais le tour du monde pour réaliser qu'en fait, le trésor, il est juste à côté de chez toi. Là. Exactement, oui. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et après, la deuxième fois, c'est là où j'ai pris un billet d'avion. L'année dernière, je suis reparti en Arabie Saoudite. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer et des gens de l'agroalimentaire, etc., pour finalement trouver mon premier client avec qui on va faire notre R&D de comment est-ce qu'on va le transformer concrètement. Parce que maintenant, oui, ils le mangent entier. Il y a un marché de street food, un peu comme nous, on vend le burbouche, les escargots, etc. Ils vendent ça dans la rue. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est venir avec un ingrédient. Soit une farine protéinée à 70% qu'on peut incorporer dans de la biscuiterie, dans des pâtes ou même dans des préparations pour athlètes, etc. Tout le marché, de la créatine, de la whey, etc. Il y a beaucoup à faire dedans. Ou l'insecte entier, séché, préparé pour les gens qui le mangent en tant que tel. Et pour ça aussi, il y a un marché.
D'accord. De le manger directement Oui, oui. sous sa forme, sa vraie Ouais, silhouette. street, ouais, Ok, street ok. food. Ouais. Ouais, tu Comme t'enlèves des les petits pâtes bonbons, en arrière et fait. tout, Ouais, c'est voilà. ça, et Ouais, ça ouais. se mange. Ouais, Et ok. c'est bon parce que tu peux mettre des épices, du za'atar dessus, tu as un tas de Moi, je l'ai goûté préparations au pour. Gitex quand j'étais Ouais, venue te voir. ouais, sur J'ai notre goûté stand. la farine et c'est vrai que c'est un goût de paprika. Ouais. Franchement, c'est pas rebutant du tout, hein. Ah, mais ça Ouais. peut être encore mieux. Ça Oui, peut être 1000 fois mieux. Parce oui. que nous, encore, regarde, nous, c'est juste dans un environnement purement scientifique et, et on a ces résultats. Mais imagine, on se plug à des gens qui font déjà du snacking, qui font déjà du flavoring, qui maîtrisent déjà tout ça. C'est ce qu'on a trouvé en Arabie Saoudite. On a trouvé quelqu'un qui a déjà toute une chaîne de production d'aliments et de snacks halal, mais à base de produits végétaux. Oui, Et il veut commencer à développer toute une gamme de produits protéinés à base du criquet, soit en tant qu'ingrédient, soit en tant que snacking en lui-même. d'accord. Et ça, c'est passionnant. Parce que, oui, les gros marchés, bon, c'est l'Indonésie, c'est la Chine, c'est l'Inde, où est-ce que le street food de l'insecte, ça cartonne. Mais nous, on veut vraiment faire un truc déjà premium pour les musulmans d'abord. D'accord. Donc, eux, ils vous ont commandé plusieurs tonnes, c'est ça? Ouais, on a un MOU avec eux pour les premières tonnes qu'on produirait à partir de notre unité d'élevage. D'accord. Mais c'est un long chemin. Dans D'accord. le sens où maintenant, on est en train d'automatiser plusieurs des tâches analogues, on va dire, et manuelles. Oui. Parce que pour faire une tonne, surtout, bon, si tu le sèches, etc., c'est grosso modo, c'est 1 million d'individus. Ça peut être D'accord. 500 000. Tu peux avoir 500 000 criquets frais, c'est une tonne. Ok. Si il est nettoyé, séché, lyophilisé, peut-être tu as besoin de 1 million d'individus. 1 million d'individus, tu vas dire que chaque personne, elle va en récolter 10 000. Tu ne vas pas avoir une chaîne de production de 1000 personnes. Mmh. Tu vois, tu Ouais. peux pas faire comme la crevette où est-ce que tu as des gens, un après l'autre, c'est eux qui épluchent, c'est Ah eux oui, qui oui, font. oui. Donc, on est en train de faire des tests là dans notre nouveau laboratoire de comment automatiser certaines tâches, surtout par rapport au nettoyage des cages, parce qu'il faut nettoyer les cages tous les jours. Mmh. Tu peux pas le laisser dans sa Ouais. crasse. Et pour la récolte, D'accord. tu le nourris tous les jours. Donc, il va faire ses besoins et faire ses mues, etc. dans la cage tous les jours. Donc, tu nettoies tous les jours, tu redonnes à manger tous les jours, tu humidifies les pondoirs, tu les récoltes lorsqu'ils arrivent à maturité. Donc, on est encore en train de faire beaucoup d'optimisation pour qu'on puisse se projeter sur ces quantités industrielles. D'accord. Non, Donc, automatiser et utiliser peut-être l'intelligence artificielle aussi grave. pour l'élevage. Ouais. D'accord. Oh, ouais. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est top, hein. Et j'avais entendu justement dans l'interview que tu avais fait avec ton papa, il expliquait qu'en fait, la consommation de criquets, ça a toujours existé, même ici. Enfin, nos ancêtres, ils mélangeaient ça avec, ils faisaient sécher, puis ils mélangeaient ça avec des dattes. Mhm. Et du coup, ça les faisait tenir toute la journée. Ouais, Donc, c'est un pas aliment une pratique complet. nouvelle, c'est... Non, c'est pas farfelu. Ah, super. Ouais. Et justement, par rapport, pour rebondir sur ton père, est-ce que... quel est le rôle exact que toi, tu fais, que lui, il n'aurait pas pu faire, et inversement? Mon père, c'est la science. D'accord, Et moi, c'est le pilotage du projet et des ressources. d'accord. Le développement... Moi, je l'écoute. De quoi as-tu besoin? Oui, Et je lui fournis ce dont il a besoin pour un petit peu tâtonner ses différentes hypothèses. D'accord. Donc, on a un truc qui marche. Après, peut-être que papa, en tant que CSO, c'est Chief Scientific Officer, il va me dire, Nabil, mais viens, on explore une densité de tant d'insectes par cage. Viens, on voit, est-ce que la récolte, on peut la faire par aspiration ou est-ce qu'on peut la faire avec des autres procédés qui impliquent soit de la gravité, soit de l'eau, des machins, etc. Mhm. Et moi, je dois trouver les experts qui vont venir et faire ce prototype pour tester cette hypothèse. D'accord. Et après avoir testé plusieurs hypothèses, c'est là où est-ce qu'on aura la modélisation optimale de à quoi cet espace devrait ressembler pour atteindre un seuil de production X. Oui. Pour Optimum, qu'ensuite, on puisse se projeter sur des quantités industrielles. Parce qu'une fois de plus, on ne veut pas être dans l'exotisme.
Oui. Mais si ton client, il te dit, je t'achète, par exemple, tes 5 premières tonnes, mais c'est qu'à terme de ces 5 premières tonnes, c'est un bon de commande de, on veut 25 tonnes par an, par exemple, etc. Mais là, quand tu vas rentrer dans ces types de négociations, il faut que tu aies des chiffres quand même que tu maîtrises et avec lesquels tu peux te projeter. Oui. Pour le moment, je ne peux pas me projeter dans des quantités industrielles de ce type D'accord. tant que je n'ai pas optimisé un maximum à quoi ressemblerait cet espace. Ok. Parce que c'est de la surface agricole, on fait pousser la propre nourriture pour l'insecte, mais est-ce que cette nourriture, on ne va pas l'outsourcer à quelqu'un juste à côté qui fait pousser la plante et nous, on ne fait que ça? Oui. Et toutes ces modélisations, c'est cette deuxième fois ce que nous sommes en train de faire, parce que quand tu es un scientifique et quand tu as un labo dans une faculté des sciences, tu fais pas ton ménage, tu payes pas ton électricité. C'est un peu Et facilité, oui. c'est pas facilité, c'est tu te concentres sur la science et des trucs qui te paraissent anodins, finalement, dans de l'industrie, Ouais, tu le prends en compte. c'est ces petits détails que, lorsque tu vas les compiler, vont faire que est-ce que tu vends ta tonne à X ou à Y? Exactement, oui. Et un Parce client, que là, tu as tous les coûts qui s'incluent à... c'est une grande fluctuation. Ouais. Mais on vend quand même premium. D'accord. On est archi premium. Oui. On n'est pas... Parce qu'il y a du cricket sur Alibaba, sur madeinchina.com. Oui. Ça se vend. Mais nous, on est vraiment dans du premium et on est dans du pédigré. Nous, on fait que une espèce en particulier sur laquelle on se concentre, voire deux. Et c'est un pédigré. Et c'est que D'accord. vraiment, on offre une traçabilité de tous les intrants. Tout ce que ce criquet il a mangé, c'est encore mieux que les chaînes d'élevage du poulet fermier, etc. Parce qu'on sait exactement d'où est-ce qu'il provient, qui sont les parents, de quel cage est-ce qu'il provient, qu'est-ce qu'il a mangé exactement, le voilà sorti, arrivé chez toi en tant qu'ingrédient, t'en fais ce que tu veux. D'accord. Et ça n'existe pas dans le monde de l'insecte. Ah oui, donc là, vous êtes vraiment au top du top C'est génial. du cricket. D'accord. Bah, du coup, potentiellement, après, par la suite, quand vous serez dans la phase où vous avez vraiment bien optimisé tous les process, c'est potentiellement un marché de 2 milliards de personnes après C'est derrière. exceptionnel, mais moi Donc, j'ai hâte. Mais regarde, je suis parti en Arabie Saoudite, j'ai vendu je sais pas combien de tonnes Oui. sans rien. Oui. Alors, donne-moi maintenant mes criquets et regarde qu'est-ce que je vais faire avec dans des pays comme l'Indonésie, comme la Chine. Oui. On va exporter du criquet en Indonésie. Tu vas voir, on va franchiser notre solution, notre criquet halal aux Indonésiens. L'Indonésie maintenant est le premier pays halal du monde. Oui. 280 millions de musulmans. À partir de, je pense, c'est septembre ou la novembre, il y a une loi qui est passée. Plus aucun import n'est toléré en Indonésie s'il n'est pas certifié halal. Et notre organisme qui certifie halal au Maroc, Imanor, la labellisation halal marocaine vient d'être accréditée, homologuée par le halal indonésien. Donc déjà, voilà une première passerelle qui est en train de se construire. D'accord. C'est exceptionnel, 280 Donc millions. après, il faudrait être en capacité de répondre à des grosses commandes, Inch'Allah, c'est tout ce que je vous souhaite. Regarde, le désert, il est grand. Il y a des nappes phréatiques au désert. J'ai fait un repérage dans le Sahara. Oui. On est parti dans du Vertichla, Aousserd, etc. Les gens ils pensent que le Sahara, c'est le désert. Il y a des serres, des surfaces agricoles en plein désert. Tu as des nappes phréatiques qui sont adaptées pour l'irrigation. Tu peux pas la boire, peut-être, mais tu peux irriguer avec. D'accord. Et moi, tu mets des serres au milieu du Sahara avec la température qu'il fait, etc. Waouh! Mais justement, ça, c'est un point, on va dire, avantageux pour Acridia par rapport à d'autres boîtes comme Insect, où justement, ça pêchait un petit peu la partie soleil. Ouais, eux, déjà, de un, c'est beaucoup d'énergie, et de deux, ils ont été beaucoup dopés par des fonds d'investissement et des choses qui sont rattachées à l'État pour à tout prix surfer cette vague ou cette hype de la protéine d'insectes. Ils ont maquillé beaucoup de chiffres, beaucoup de réalités. Nous, le Maroc, qu'est-ce qu'il va t'offrir? Nous, le Maroc, il ne va pas venir te doper à base d'argent. Mais le Maroc, tu viens avec un projet agricole qui tient la route, avec un impact mondial, éco-responsable qui plus est, et qui vient s'attaquer à des problématiques de sécurité alimentaire mondiale. Mais il y a un tas de programmes étatiques marocains dans l'agriculture où on te met à disposition des terrains à des prix imbattables.
l'infrastructure, soit en énergie solaire, soit pour creuser des puits. Mais ça, c'est des choses qui valent plus que de l'argent. Oui. Moi, je ne veux pas les millions d'insectes. Donc, finalement... mais je prends les hectares qu'on a dans le sud. Oui. Donc, finalement, peut-être avoir beaucoup d'argent d'un coup, c'est pas non plus une chose positive, non? Je pense pas. Avoir beaucoup d'argent sans savoir ce que tu veux en faire. Mais que finalement, plus tu sais de combien tu as besoin exactement pour faire, moins l'argent devient un problème. Oui. Oui, parce que là, vous êtes en train de processiser. Donc, même pour l'optimisation des coûts, tout ça est étudié. Ouais. Mais quand tu sais de combien tu as besoin. Avant, je n'étais pas très sûr. Oui. Mais je me disais qu'à partir, mes premiers chiffres, c'était quoi? C'était 3,5 millions de dirhams sur 2 hectares, grosso modo, une structure comme ça et tout. Mais une fois que tu as ton premier client et que tu commences à te rapprocher plus de à quoi ça va ressembler pour être optimisé à mort, et que tu sais ce dont tu as besoin, combien tu as besoin, finalement, tu n'es plus dans le besoin quand tu sais de combien tu as besoin. Tu n'as plus besoin qu'on te tende un truc. Oui. Je sais combien j'ai. Donc, c'est moi qui vais aller stratégiquement aller chercher tant d'ici et tant de là. Mais plus tu as modélisé d'une manière efficace et minimisé le risque ou les incertitudes, mais c'est encore mieux. Parce que je sais exactement de combien j'ai besoin, qu'est-ce que je veux faire avec, en combien de temps et le retour sur investissement. Mais dans ce cas-là, j'ai plus besoin d'argent. Oui. Dans ce cas-là, tu vas chez n'importe quelle banque. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, le projet, du coup, il est bien structuré. Il n'y a plus qu'à mettre la stratégie pour le mettre en place. L'argent, c'est un mazout. L'argent n'est pas une finalité. Quand tu sens que l'argent, c'est la finalité, c'est que tu es à côté de la plaque, c'est que tu brûles des étapes. Oui. J'ai brûlé beaucoup d'étapes. Ah oui. Dans ce... Oh, ben oui, à fond. Je pensais que j'avais besoin d'argent, finalement, non. Finalement, j'ai besoin de savoir à quoi ça va ressembler. Oui. Et que finalement, l'argent, c'est pour atteindre, se permettre cette finalité. Mais l'argent, c'est rien. L'argent, c'est un moyen pour quelque chose que tu dois imaginer au-delà de l'argent. Tu ne t'imagines pas le montant. Tu t'imagines qu'est-ce que ce montant peut te permettre de faire. Exactement, ouais, l'objectif derrière. Mais justement, tu as parlé des dispositifs que l'État propose pour accompagner ce type de projet. On va parler un petit peu de l'écosystème des startups ou en tout cas de la création d'entreprises. Tu as parlé de l'UM6P. Ouais. Donc ça, c'est un accompagnement dont tu disposes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, pour donner l'envie aux personnes qui nous regardent de dire que si vous avez un projet, il y a des dispositifs qui existent. Et donc, voilà, Marrakech, l'entrepreneuriat existe et il y a des dispositifs qui vous accompagnent. Ok, ben c'est pas Marrakech. L'UM6P, c'est l'Université Mohamed VI Polytechnique. Ouais. C'est le campus de Ben Guerir. Ouais. Le campus de Rabat, c'est ce que je connais. Et il y a un autre campus à l'Ayoun. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs autres antennes un petit peu partout. Il y a des antennes à l'étranger. Il y a UM6P Paris, UM6P New York, au Canada. Et l'infrastructure du campus de l'UM6P, moi j'ai grandi dans des campus aux États-Unis. Bon, quand je n'ai pas étudié, mais je faisais tous les spring break dans tous les grands campus de Floride et d'Indiana. Donc je connais bien à quoi ça ressemble un campus. Et on n'a rien à envier à tout ce qui se passe dans le monde au niveau campus universitaire déjà pour l'UM6P. J'ai vu un appel dans le journal, un programme qui s'appelle The Forge. Oui. Et on était plusieurs milliers à avoir apply de partout dans le monde. Ils en ont retenu 99. Et des 99, ils nous ont ramenés des 4 coins de la planète. Ils ont fait un bootcamp. On est resté 33 pour un programme d'accompagnement de 9 mois. D'accord. In situ, tout frais payé pour que tu te développes toi déjà en tant que CEO. Mais il y a The Forge, il y a le programme Explorer, il y a un tas de programmes d'incubation, il y a des programmes dans la fintech, dans l'agritech, toute une panoplie. Donc, il faut juste aller rentrer. Bon, moi, le programme auquel j'étais rattaché, il était rattaché à UM6P Ventures. C'est le volet Venture, entrepreneuriat de l'UM6P. Donc, tu vas sur Internet, UM6P Ventures ou UM6P Accélération, Incubation, entrée, et tu vas voir la liste des programmes. D'accord. Mais c'est un truc, une fois de plus, j'ai trouvé dans la presse. Je bénéficie aussi d'un accompagnement, si on veut se positionner sur Marrakech au sein de EBF, Emerging Business Factory. Oui.
et la Near East Foundation, la NEF, ils ont mis en place des programmes qui ont à voir justement avec les projets à caractère éco-responsable dans l'agriculture, dans l'exploitation de l'eau, l'exploitation de l'énergie, les ressources. Et aussi, j'ai bénéficié d'un accompagnement avec eux. J'en bénéficie encore à ce jour aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 ans. Ah, ok. À Marrakech même. Mhm. Ça te débloque des tickets non dilutifs. Hein. C'est de la pure subvention accompagnement, du 5 000 $, du 10 000 $, qui est redistribué avec des établissements comme Emerging Business Factory. Oui. Tu as le réseau Entreprendre aussi. Tu as Thème Welcome, Oui. les programmes My MVP. Donc, Oui, il y a un pour les petit peu de tout ça. financements, oui. Oui. Maintenant, juste des trucs comme le réseau Entreprendre ou Thème Welcome, c'est de l'argent marocain. C'est très contraignant. Ça essouffle de se greffer à ces programmes et d'aller jusqu'au bout pour finalement décrocher 10 000, 20 000 euros. Oui, Wallah, ça essouffle. d'accord. Et parce qu'après cette année, 2 années, tu te dis, mais bordel, toute cette énergie que j'ai mise dans choper ces 100 000 $, j'aurais pu la mettre ailleurs et pour choper 100 000 dirhams. Oui, 100 000 dirhams, oui. 10 000 euros. J'aurais pu la mettre ailleurs Oui. et j'aurais Donc, pu la mettre dans mon entreprise. Un petit appel Et là, facilité, s'il vous plaît, les c'est démarches. pas si facile que ça. Oui. Avec les programmes où est-ce que c'est redistribué par des Marocains, mais avec des fonds étrangers, j'ai remarqué que c'est moins contraignant. D'accord. Tu vois? Oui. Parce qu'en même temps, ces gens-là sont conscients à l'étranger, tu peux pas driver de l'innovation avec 10 000, 20 000 $. Mhm. Ça ne drive pas l'innovation. Oui, oui. Ça pourrait contribuer à faciliter certaines choses, mais tu ne vas pas réinventer la roue avec 20 000 $. Oui, c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas Donc, suffisant. pour nous, les Marocains, quand même, 200 dirhams, ça reste quand même quelque chose, j'ai l'impression. Mais 200 000 dirhams, ce n'est pas ce qui va changer l'innovation de que dalle. Oui. Donc, à un moment, il faut lâcher un petit peu de laisse, il faut faire confiance aux gens. Et après, peut-être que pas tout le monde ne va les utiliser de la même manière ou peut-être va se planter avec. Oui. C'est un risque à prendre, mais ça Oui, y est. bien sûr, oui. Mais c'est pour ça, d'où le fait d'être bien accompagné, ça permet, voilà, au moins, plus ou moins, d'avoir plus de chances de réussir le projet, entre guillemets, que quand on se lance tout seul. Mhm. Donc, super. Et donc, du coup, là, c'est une fierté. Ben, justement, tu parlais des accompagnements qu'il y a à Marrakech, mais aussi aux alentours. Tu as parlé de Ben Gurir. Mais pour revenir un petit peu à la partie Marrakech, moi, je suis super contente de t'accueillir parce que c'est une start-up marrakechia, du coup, qui s'exporte à l'international. Donc, on en parlait tout à l'heure, en fait, projet local à impact global. Est-ce que tu peux, en fait, donner un petit peu l'avantage, entre guillemets, d'entreprendre à Marrakech? Qu'est-ce que Marrakech t'offre peut-être en termes d'énergie, en termes de relationnel, en termes de... Bon, moi, je pourrais vivre déjà. J'aurais pu vivre n'importe où, je pense. Oui. J'aurais pu, hein. Je suis né en France, j'ai grandi au Maroc et aux États-Unis. Oui. Mais j'ai voyagé aussi un peu partout pendant toute ma vingtaine. Oui. Voyager dans alhamdoulilah, les 4 coins du globe, soit pour travailler, soit pour l'équipe, rencontrer des gens et tout. Mais le Marrakech, ce qu'elle te donne, c'est indescriptible. C'est déjà tout ce que le Maroc peut t'offrir et à quel point est-ce que c'est compact, géographiquement, mais aussi moralement et socialement, tu vois ça nulle part dans le monde. On est d'une richesse topographique et d'une richesse sociale qui existe nulle part dans le monde. On a tout à petite dose, suffisamment pour râler. Ah, bordel, ça pourrait être mieux. Ah, bordel, ça pourrait être mieux. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tu as déjà ça. Oui. Et toutes ces choses-là n'existent pas ailleurs. Dans la qualité de vie et surtout, bon vivant épicurien comme je suis, t'as pas à prendre d'avion pour aller skier, t'as pas à prendre d'avion pour aller surfer, t'as pas à prendre d'avion pour aller dans le désert, t'as pas à prendre d'avion pour aller à la forêt. À la montagne, oui. Tout ça, tu peux le faire sur un coup de tête avec une voiture. Mhm. Tout. Et j'ai une richesse de vie tellement exceptionnelle au Maroc. Partout ailleurs, ça coûte bonbon. Oui. Donc aussi, peut-être au détriment d'avoir des mécanismes qui auraient fait que peut-être j'aurais été millionnaire tôt dans la vie,
J'ai fait des choses, je sens, de millionnaire Oui. avec ce que le Maroc a pu m'offrir en termes de rémunération et de rétribution par rapport aux différentes choses que j'ai faites. J'ai jamais gagné énormément d'argent. Mhm. Mais tout ce que j'ai pu gagner, c'était suffisant pour vivre de trucs de Une belle waouh. qualité de vie, finalement, C'est exceptionnel. d'épanouissement. Et moi, j'ai souvent dit ça ces 10 dernières années. Je suis riche. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est de l'argent. Parce que, alhamdoulilah, ce qu'on a vécu au Maroc et à partir du Maroc, 1h30 de Lisbonne, de Barcelone, 2 heures de la France. Mais c'est exceptionnel. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi stratégique parce que pour développer ton activité au Moyen-Orient, même géographiquement, c'est plus proche, tu vois, que si tu avais lancé ta boîte des États-Unis, par exemple. Ou même, en fait, même culturellement, c'est plus proche. Là, tu dis que le label Halal marocain a été accepté en Indonésie. Donc, du coup, ça permet aussi de développer des opportunités et aussi avec l'Afrique. Alors, il y a 2 choses. Déjà, en tant que CEO, j'aurais été aux États-Unis, j'aurais levé de l'argent, je suis sûr, très rapidement, juste avec l'histoire de mon projet, sans avoir vendu que dalle. Oui, storytelling. J'aurais vendu. Parce que nous, notre histoire, on a avec le bon accompagnement, avec l'accompagnement que j'ai ici déjà, alhamdoulilah, et j'avance sans lever de fonds majeurs du tout. Hein. On est en bootstrap à 100% et en subvention et en fonds propres, pour le moment. Oui. À la Silicon Valley et à San Francisco, etc., je suis sûr que j'aurais pu lever de l'argent en tant que protéine d'insecte, peut-être marocaine, mais avec une antenne là-bas. Mais pour la revente, et là je te rejoins, en tant qu'industriel pur et dur dans l'agroalimentaire, lorsque les activités vont se développer, mais c'est une aubaine à partir du Maroc d'exporter vers le Moyen-Orient et d'exporter vers la Chine, parce qu'on importe énormément de Chine, mais tous ces conteneurs repartent vides. Donc les coûts de transit en container à partir de Tanger Med vers des ports tels que Jeddah ou là vers des ports du Moyen-Orient ou voire même réexporter vers la Chine elle-même, ça coûte peanuts par rapport aux frais dans l'autre sens. Oui, déjà engagés, oui. Tu vois, et surtout en dry, en sec. Si c'est des containers normaux, quelqu'un veut explorer des pistes vers le Moyen-Orient, regarde quelque chose qui n'a pas besoin d'une chaîne de froid particulière. Et voilà. Et oser exporter vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. Oui. N'exportez pas qu'en Europe et les États-Unis. Ah bah super. Justement, c'est un petit peu ce vers quoi le Maroc tend, d'exporter des produits marocains tout simplement avec une expertise, avec une qualité premium. Tu disais que vous étiez premium. Donc en plus, cette fierté d'exporter du Made in Morocco. Ouais. Et donc là, on va finaliser, Nabil, avec un petit quiz assez rapide. Donc, tu essaies de faire des réponses synthétiques. Justement, tu as pitché les criquets à des investisseurs en costard. C'était quoi leur tête? Ah, waouh. Ça dépend de l'investisseur, mais la tête, elle ressemble à un truc comme ça, en mode... Ouais. C'est quoi ces trucs? Ouais. Le truc que ton père fait mieux que toi dans Acridia et que tu arrives à dire sans souffrir. Wow. Le microscope. D'accord. Tu te retrouves seul avec Elon Musk dans une pièce. Qu'est-ce que tu lui parles de quoi en premier? Sur Mars, le criquet, c'est une valeur sûre. Ça marche. Le festival où tu as vécu ton meilleur souvenir? Ah oui, Timitar. Timita, c'est au Maroc? Timitar, c'est à Agadir. J'accompagnais les Blues Brothers et Kenny Rogers. Et j'ai demandé à l'organisation, au lieu de me payer plus, de me donner une suite dans le même hôtel qu'eux pour emmener maman.
Ah, Et magnifique. j'ai emmené maman avec moi pendant 3 jours, traîner avec Kenny Rogers et les Blues Brothers et leur concert. Donc, ouais, plus belle expérience alors. Ouais. Super. Tu reviens dans le lycée qui t'a viré, t'as quoi dans tes mains? Euh, pas- La farine de je peux montrer. C'est un dos. Non, non, j'ai ça. Non. Je suis reparti. Je suis reparti. Je suis parti rencontrer les gens de mon enfance, de l'époque où est-ce qu'on m'a viré, Oui. juste pour leur dire, regardez, j'existe, je suis en pleine forme et tout. Ils étaient super contents de me voir. Ah, bah super. Une chose que Nota Bene t'a appris sur toi-même que tu t'attendais pas vraiment. Que j'apprécie beaucoup plus écouter que parler. Le mot ou phrase en Darija que tu adores. Leuse. Si la joie était un business model, tu lèverais combien? Oula, je devrais au moins 15 millions de bitcoins. Ok. Marrakech en Dabo? Le Béja. Déjà. Et le message que tu souhaites que les gens retiennent. Alhamdulillah wa shukru lillah. Shukran lillah. Gratitude. Merci beaucoup. Ben, merci Nabil pour cette conversation aussi rare que toi. Ah, c'est gentil. Merci à toi. Tu nous as rappelé que la non-linéarité n'est pas un défaut de parcours, c'est parfois la seule trajectoire qui permet de voir ce que les autres ne voient pas encore, que 600 millions d'euros, l'insecte, on fait la petite référence, ne remplace pas la lucidité d'un pivot bien exécuté, on en a parlé tout à l'heure, et que parfois la start-up la mieux positionnée sur l'alimentation de demain est celle qui se construit à Marrakech avec un père chercheur et un fils qui sait raconter des histoires. Donc, vous retrouverez toutes les informations de Nabil, donc que ce soit Nota Bene, que ce soit par rapport à Crédit. Je ne sais pas s'il y a un site ou si vous avez déjà des réseaux, quelque chose d'existant. Bon, mon Instagram, on va dire, ou mon LinkedIn. D'accord. On a un site, acridia.com. Ok. J'ai un deuxième site aussi, que pour les investisseurs, que D'accord. je communiquerai au cas par cas. D'accord, d'accord. Donc C'est- voilà, si ouais. jamais il y a quelqu'un, un investisseur qui souhaite te contacter, il y a Oui, oui. un site existant, donc c'est bon aussi, Yes. c'est bon à savoir de le communiquer. Donc voilà, ben, je vous remercie pour votre audition. Je te remercie Nabil pour avoir Merci à accepté toi. cette invitation. C'est génial. Et abonnez-vous parce qu'il y a encore de belles histoires à raconter à Marrakech. Là, bon vent à toi et merci beaucoup. C'était un joli moment. Merci Nabil. Et tout. YouTube.